Dans cette première histoire, on va voir le témoignage de John. John avait 15 ans quand les événements qu'il raconte se sont passés et il était assez tard, le soir, aux alentours de 23 h, et lui, il jouait aux jeux vidéo. Alors qu'il est en train de jouer aux jeux vidéo, il entend que quelqu'un sonne à sa porte. Déjà, premier point effrayant. Et vous n'allez pas faire les courageux. Si quelqu'un sonne chez toi à 23 h, tu te poses forcément des questions et t'es pas serein. John, naturellement, commence à descendre vers la porte d'entrée, mais alors qu'il est dans les escaliers, il se dit « Attends une seconde, qui pourrait sonner à 23 h ?» Donc John fait un peu machine arrière, il remonte les escaliers et il attend en regardant la porte, en pensant soit que la personne qui a sonné va partir, soit que quelque chose de grave va se passer. Et quelques minutes plus tard, ça ressonne à la porte de nouveau. Cette fois-ci, les parents de John sont réveillés. Ils sortent de leur chambre, ils voient John qui attend dans les escaliers, ils se disent « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» John les regarde et il leur fait un haussement d'épaule pour indiquer qu'il sait pas ce que c'est, qui sonne. Et après, on va dire que cette petite interaction entre les parents et John se soit produite, là, la personne qui était derrière la porte, qui a sonné, cette fois-ci frappe. Généralement, quand ça se passe comme ça veut dire que la personne veut qu'on lui ouvre rapidement. Le père est assez surpris, lui aussi il se pose des questions, il se dit mais qui peut bien vouloir rentrer dans la maison à 23 h? La mère, elle, a peur, et donc le père se rapproche de la porte d'entrée, et fort heureusement, sur la porte il y avait un Judas. Très pratique. Il regarde au travers du Judas, et il se rend compte que c'est le voisin. Donc là, on va dire il y a une légère prise de confiance. La personne on la connaît, c'est déjà ça, c'est pas quelqu'un d'inconnu qui veut cambrioler ou prendre en otage la famille. Donc le père, bien que toujours un peu hésitant, ouvre la porte. Le père se retrouve donc face au voisin et il lui dit « Bonsoir, vous avez besoin de quelque chose ?» Et là, le voisin pète littéralement un câble et crie sur le père de John en lui disant que la maison, c'est la sienne et que la famille de John lui a volé cette maison. Le père n'est plus maintenant hésitant, il est agacé. Donc il regarde le voisin avec un air bizarre et il referme la porte. Comme ça, sans lui parler. Le père dit « Ok, c'est le voisin, il a peut-être un peu trop bu, retournons nous coucher. » Et alors qu'il pose le pied sur la première marche de l'escalier, le voisin frappe de nouveau à la porte. Mais cette fois-ci, il ne frappe pas avec la main, comme si il voulait qu'on lui ouvre la porte. Cette fois-ci, il frappe la porte de tout son corps. Clairement, le voisin veut défoncer la porte. La porte était en bois, et le pire, c'est qu'elle commence à céder. Donc là, le père s'est placé derrière la porte d'entrée pour la bloquer, pour pas qu'elle ne cède. Il crie à la mère de John de prendre tous les enfants avec elle et d'appeler la police. Le bruit de claquement ne cesse pas, le voisin cherche de forcer l'entrée en continu. La mère, elle, tire ses enfants et elle demande à John d'appeler la police. Donc John compose le 911, il est au téléphone et alors qu'il attend que quelqu'un réponde, là, le bruit du voisin cesse. John se pose des questions, il s'est dit peut-être que ça y est, c'est terminé. Donc il décide d'aller voir vers la fenêtre et il voit le voisin qui se dirige vers sa voiture, qui rentre dedans, qui met le contact et il démarre. Mais il démarre pas pour s'en aller. Ce qu'il fait, c'est qu'il place sa voiture devant la maison et il avance un peu et freine. En gros, ce qu'il fait comprendre, c'est qu'il va clairement rentrer dans la maison avec sa voiture. D'abord, il cherche à intimider la famille en faisant beaucoup de bruit pour que la famille sorte, mais si jamais la famille ne fait pas ce qu'il dit, il va clairement défoncer la porte de la maison avec son véhicule. Voyant ça, John, qui est encore au téléphone avec le 911, décide de retourner vers sa mère qui a ses frères et sœurs. Il essaye de détendre l'atmosphère, John a quelqu'un au téléphone et il dit que le voisin a totalement pété un câble. La police a dit ok on arrive et rapidement la police est arrivée sur place. Le voisin a été arrêté, donc pour la nuit la situation s'est calmée et évidemment vous vous doutez bien que la famille a pas forcément beaucoup trouvé le sommeil pendant cette nuit là. La pression a eu beaucoup de mal à redescendre. On arrive maintenant le lendemain. John doit aller à l'école et généralement il a l'habitude d'y aller à pied. Quand il part de chez lui pour y aller, il se rend compte qu'il y a de sacrées traces de pneus devant sa maison et il comprend clairement que le voisin ne rigolait pas du tout, qu'il ne mettait pas que des coups de pression et que si la famille ne sortait pas de la maison, il allait vraiment essayer de défoncer la baraque avec sa voiture. C'est là que ce témoignage s'arrête. John ajoute quelques détails à son histoire en disant qu'il ne sait pas si le voisin était atteint de maladie mentale ou pas, il ne sait pas si le voisin était alcoolisé, il n'y a pas de certitude, seulement des suppositions. Il ne sait pas ce qui est arrivé au voisin, quoi qu'il en soit, derrière le voisin n'est pas revenu à la charge pour réclamer quoi que ce soit, il n'est pas revenu non plus s'excuser, donc on ne sait pas vraiment en fait ce qui lui est arrivé. Peut-être qu'il a été incarcéré, après je pense que si ça avait été le cas, la famille de John aurait été au courant, mais voilà, c'est une histoire qui finit un petit peu sur une note de mystère parce qu'on ne sait pas vraiment quelle était la raison de cet énervement. Apparemment le voisin semblait dire que la maison de John était à lui. Est-ce qu'il s'est trompé de maison parce qu'il était sous substance
ou qu'il était alcoolisé et qu'il n'est pas revenu parce que tout est redescendu après. Je sais pas du tout. Moi je me dis que si c'était ça, il serait revenu plus tard pour s'excuser, ou alors s'il l'a pas fait, c'est peut-être qu'il était trop honteux de ce qu'il avait fait et il se dit c'est vraiment trop grave, je vais pas retourner les voir leur parler pour remuer peut-être le couteau dans la plaie. Je sais pas, n'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous pensez. C'est assez mystérieux je trouve comme fin. Quelle est l'histoire de ce voisin? Je ne sais pas. Dans cette histoire-là, maintenant, on va voir le témoignage d'Angèle, qui est une jeune femme de 26 ans. Elle dit que, non pas par inquiétude, elle a installé devant chez elle, vous savez, la petite caméra qui fait aussi office de sonnette. Si vous ne savez pas ce que c'est une sonnette qui permet d'enregistrer des images si quelqu'un passe devant, il y a une détection de mouvement, ça permet à la personne de sonner, et si il n'y a personne à la maison, on peut soit entrer en contact directement avec le propriétaire de la sonnette, parce qu'il y a une connexion via application, donc admettons, on sonne à ce truc là, le propriétaire de la maison n'est pas là, il voit quand même sur son application qu'il y a quelqu'un, il peut entrer en contact avec la personne qui a sonné. Ça peut être pratique quand quelqu'un attend un colis, éventuellement pour dire bah, mettez-le là, etc. Bref, vous avez compris un peu le système. Donc, sur son téléphone, Angèle a plein d'enregistrements, de passages devant chez elle, mais elle ne les regarde jamais. Si j'avais un truc comme ça, personnellement, je pense que je passerais mon temps à regarder. Et son copain, alors qu'elle en parlait avec lui dit bah tiens, montre-les-moi, je suis curieux de voir un petit peu ce qui se passe. Angèle pensait trouver plein de vidéos juste où elle voit ses amis, où elle se voit elle qui check un petit peu la sonnette, mais elle tombe sur une série de vidéos qu'elle ne pensait pas trouver du tout. Elle se rend compte qu'il y a quelqu'un qui rentre, on va dire, dans le sas d'entrée de là où elle vit, à chaque fois quelques minutes après elle. C'est-à-dire qu'elle rentre tranquillement, et le temps que la porte se referme, le mec, lui, arrive et fait je ne sais quoi. C'est là qu'une pensée vient s'immiscer dans la tête d'Angèle, c'est que cet homme-là est un stalker. Comme je vous l'ai dit, on a les images. Plutôt étrange. Et ce qui est fou, c'est qu'Angèle n'a aucune idée de qui est cet homme. Elle ne l'a jamais vu, donc elle pense naturellement qu'elle a affaire à un stalker, quelqu'un qui la suit. Elle a une théorie, c'est que ces chiens sont ses chiens de race et elle pense que peut-être cet homme-là chercherait à lui voler ses chiens. Elle pense ça parce qu'elle a entendu que des semaines auparavant, en tout cas sur plusieurs semaines avant qu'il se passe ce qu'elle remarque, des personnes se sont fait voler leurs animaux. Donc elle pense que c'est peut-être quelque chose comme ça, parce que ces chiens font partie d'une race assez rare, qui peut valoir éventuellement beaucoup d'argent, donc elle suppose, elle n'en est pas sûre, que c'est en lien avec ça. Elle nous dit qu'elle peut pas faire grand chose, à part potentiellement appeler le propriétaire, mais même lui il va dire bah appelez la police, et la police va dire ok on est au courant, déposer une main courante, mais ils vont pas pouvoir faire grand chose parce qu'en soi il n'y a pas eu d'interaction directe entre cet individu qu'on voit sur les caméras et Angèle. Donc la police pourrait dire vous inquiétez pas, c'est juste un homme qui s'est trompé de chemin, il n'y a pas à s'inquiéter plus que ça, sauf que cet homme s'est présenté quand même plusieurs fois devant chez Angèle, donc on peut évidemment se poser quelques questions. En tout cas on espère évidemment que Angèle n'a pas vécu trop un calvaire et que cet homme ne l'importe plus. On va appeler la personne qui a vécu ce témoignage Stacy. C'est une histoire qui s'est passée il y a à peu près 13 ans, alors que Stacy était enceinte. Elle était bientôt arrivée à son terme, et plutôt que de rester au lit, car son mari était occupé, elle a décidé d'aller au centre commercial pour aller faire des courses de Noël avec ses filles. Ses filles étaient âgées respectivement de 15 et 7 ans, et le centre commercial se passait
dans une ville qui était, selon ce que dit Stacy, très sûre, avec un taux de criminalité très faible. Donc pour une famille, l'endroit parfait où vivre. Stacy dit qu'il y avait un Applebee's qui était connecté au centre commercial. Un Applebee's, c'est un restaurant américain. Je ne sais pas s'il y a ça en France, mais vous savez, pour vous dire un peu en France un truc similaire, il n'est pas inhabituel de trouver dans des grands centres commerciaux des fast-food bien connus. Et bien ce truc-là, Applebee's, c'était un peu quelque chose de similaire. C'était un peu plus restaurant qu'un fast-food. Et sachant que les courses de Noël ont pris pas mal de temps, il était assez tard. Donc Stacy a décidé d'emmener ses enfants dîner dans ce restaurant avant de rentrer à la maison. Le repas se passe bien, tout le monde a passé un bon moment. En plus de ça, après avoir acheté les courses de Noël, vraiment la magie de Noël est présente. Le dîner se passe jusqu'à à peu près 22 h, au moment où Stacy et ses enfants ont fini de manger, et ils décident après naturellement de rentrer à la maison. Il est 22 h, donc il est tard. À cette heure-ci, le parking du centre commercial est assez désert. Stacy et ses filles sont chargées de sacs de courses. Et là, Stacy voit sa voiture. Donc naturellement, elle décide de chercher ses clés. Elle galère parce qu'elle a beaucoup de sacs sur elle, donc elle les cherche, sans pour autant les trouver au début. C'est là qu'un homme d'une cinquantaine d'années sort de la pénombre du parking. Cet homme a les cheveux gris, il a une chemise délavée qui est mal attachée, un jean qui est assez vieux avec des trous, et sachant que le parking était vide, Stacy l'a remarqué rapidement, même s'il était un peu loin. L'homme s'approche rapidement de Stacy et de ses filles, et il crie « Maintenant, donnez-moi votre argent !» Stacy, immédiatement, elle est paniquée, c'est une femme enceinte, elle est avec ses filles, elle est chargée, en gros, elle est sans défense. Elle marmonne « Quoi ?» Elle regarde l'homme avec des yeux vraiment terrifiés, et l'homme va dire « Je rigole, c'était une blague. Pire blague à faire. » Stacy continue son trajet jusqu'à son véhicule, qui était vraiment non loin de là où s'est passée cette scène. Elle est côté conducteur, ses deux filles, elles, se tiennent de l'autre côté, et l'homme se rapproche du côté où il y a ses filles. Les filles attendent que leur mère déverrouille la voiture pour rentrer, et pendant que Stacy continue de chercher ses clés, l'homme commence à entamer la conversation avec ses filles. Il pose des questions un peu banales en soi par rapport à la période de Noël. Elle dit « Est-ce que vous avez été sage pour que le Père Noël passe ?» L'homme demande quel âge les jeunes filles ont, si les courses de Noël se sont bien passées, qu'est-ce qu'ils ont acheté. Stacy remarque que l'homme en soi, bien que son physique pourrait laisser penser le contraire, est totalement cohérent dans ses paroles, il semble sain d'esprit. Stacy rappelle quelque peu sa condition. Enceinte, quasiment arrivée à terme, avec ses deux filles dans un parking désert tard le soir, et avec un homme qui est là et qui fait la conversation. Donc elle se dit que, étant, on va dire, impuissante face à la situation, elle se dit qu'elle ne va pas agacer l'homme pour provoquer une situation qui pourrait être assez dangereuse. Donc, elle converse avec lui d'une manière assez polie. Néanmoins, elle essaie quand même de mettre un terme à la conversation, et quoi de mieux que de rentrer dans le véhicule et de partir pour que tout s'arrête. Elle cherche donc, de manière assez précipitée, ses clés de voiture dans son sac. Et vous savez, parfois, quand on cherche quelque chose avec un énorme stress, on va avoir encore plus de mal à le trouver. Donc, la situation dure quelques minutes. Plusieurs. L'homme qui parle avec les jeunes filles regarde de temps en temps par-dessus son épaule en direction de Stacy, comme si il la surveillait un peu. La mère de famille a une peur, c'est que l'homme, à un moment donné, comme ça, par énervement ou je ne sais quoi, sorte une arme à feu ou un couteau et commence à braquer la famille. En plus de ça, elle a ses filles qui sont juste à côté de l'homme, donc elle veut éviter vraiment tout danger. Et il y a un détail aussi qui ajoute un peu de peur à Stacy, c'est que entre elle et ses filles, il y a la voiture. Donc il y a une certaine distance. Donc si un malheur arrive, elle ne se trouve pas directement à côté d'elle pour les protéger. Donc elle, le seul moyen de résoudre cette situation, c'est d'ouvrir le véhicule, sa voiture, que ses filles rentrent dedans, et là elle se dit qu'elles seront en sécurité. La scène continue, Stacy ne trouve toujours pas ses clés, et elle remarque que sa fille aînée, celle de 15 ans, la regarde de temps en temps, assez gênée, parce qu'elle ne comprend pas trop ce qui se passe. En fait, ce que cette fille aînée cherchait à faire, c'était de voir la réaction de Stacy pour doser la situation. Est-ce que la mère est mal à l'aise, donc il y a danger, ou est-ce qu'elle est totalement sereine, et alors là, c'est bon. Plusieurs fois, Stacy essaie de mettre fin à la conversation, de montrer que la conversation était terminée, et elle dit, en tout cas, merci pour la discussion, on va y aller, il va falloir que je les mette au lit, etc. etc. Mais malheureusement, ces tentatives polies de mettre fin à cette interaction n'ont pas fonctionné. Je suppose que certains d'entre vous ont déjà été abordés par quelqu'un dans la rue, vous avez déjà dit bon bah merci pour la discussion, bonne journée, etc. Mais la personne n'en débordait pas, elle est restée collée à dos baskets. L'homme continue de poser des questions sur les jeunes filles, il dit c'est quoi vos matières préférées à l'école, il dit des fois de manière assez gênante que les jeunes filles sont très gentilles. Et rappelez-vous, dans cette famille-là, il y a également une jeune fille de 7 ans.
Et à cet âge-là, on ne voit pas forcément le danger qu'il peut y avoir. En plus de ça, elle est avec sa mère, donc elle se sent, elle, en parfaite sécurité. Donc elle répond, elle entretient la conversation avec l'homme, elle rajoute même, on va dire, du contenu à la conversation en disant ce qu'elle a acheté pour son père. Elle pose même des questions à l'homme, elle dit est-ce que tu connais tel ou tel truc, tel jeu vidéo. Et donc d'un côté, le comportement de cette petite fille fait que l'homme, eh bien ça l'arrange parce qu'il peut rester aux alentours de la famille pour continuer à échanger. Et c'est là qu'une pulsion de terreur vient frapper l'esprit de Stacy. Sachant qu'elle ne trouve pas ses clés dans son sac, elle n'arrive pas à mettre la main dessus, elle se dit « mais si je les ai fait tomber dans le centre commercial ?» Là elle se dit que si c'est le cas, elle est foutue. L'homme ne va pas les lâcher, elle ne sait pas comment réagir, cet homme-là pourrait faire ce qu'il veut de la famille sans que celle-ci puisse faire quoi que ce soit pour se mettre en sécurité. En plus rappelez-vous, il y a toujours le véhicule entre la mère et ses filles, et la mère se dit qu'à tout moment l'homme peut choper une de ses filles pour lui faire du mal. En plus de ça, les filles de Stacy étant toute sa vie, elle serait prête à faire n'importe quoi en échange de la sécurité de ses filles. La mère de famille a un profond malaise, ce qui n'est certainement pas bon pour une femme qui est enceinte. Elle regarde autour d'elle pour voir s'il y a des gens sur le parking qui pourraient potentiellement désamorcer la situation, mais ce n'est pas le cas. L'homme a clairement le champ libre pour faire ce qu'il veut. Mais d'un coup, l'homme a dit « bon, c'était cool de parler avec vous, à plus tard ». Il a commencé à partir dans la direction d'où il était venu. Et étonnamment, le hasard fait vraiment très mal les choses. C'est quand l'homme est parti que la Stacy a réussi à mettre la main sur ses clés. La pression redescend, la jeune fille de 15 ans dit que l'interaction avait été assez bizarre, il décide d'en rire un petit peu. Stacy cogite alors qu'elle rentre avec ses filles dans la voiture, et elle se dit mais pourquoi un homme sain d'esprit viendrait approcher une famille comme ça, seul, dans la nuit, juste pour faire la conversation. Néanmoins, vu que rien de mal finalement ne s'est passé, Stacy décide plutôt de plaisanter et de dédramatiser la chose plutôt que de penser au pire. La petite famille retourne à la maison et le mari les attend sur place. Il demande comment s'est passée la petite sortie pour les courses de Noël et évidemment, Stacy lui raconte ce qui s'est passé avec l'homme sur le parking. Stacy en rigole un petit peu, les filles aussi, elles disent que c'était bizarre mais sans plus. Néanmoins, quand le mari entend cette histoire, il devient pâle. Et il devient pâle pour une bonne raison. Son père était un ancien policier qui est maintenant à la retraite et le mari, lui, a déjà reçu une formation dans une académie de police parce qu'il comptait de base devenir policier à l'instar de son père, mais finalement il a décidé de se réorienter et de partir dans un métier du commerce. Néanmoins, cette formation dans l'académie de police lui a donné quelques informations, quelques connaissances. Et de par ces connaissances, apprendre ce qui s'est passé avec sa femme et ses filles, ça l'a terrorisé. Et quand il explique pourquoi ça ne le rend pas bien à sa femme également, Stacy, n'est pas bien. Pour le mari, il est sûr à 100% que l'homme bavardait avec la petite famille pendant que Stacy cherchait ses clés pour gagner du temps. Gagner du temps jusqu'à ce que Stacy déverrouille le véhicule. Une fois le véhicule déverrouillé, les jeunes filles seraient rentrées dans la voiture. Et à ce moment-là, lui allait rentrer de force dans le véhicule également. Et qu'une fois dans le véhicule avec les filles, là il sortirait un couteau ou une arme à feu pour menacer Stacy et la faire coopérer pour en soit qu'elle rentre dans le véhicule, qu'elle conduise jusqu'à un endroit et que l'homme puisse faire ce qu'il veut de la famille. Et un détail dans cette affaire qui est très sordide, c'est qu'en plus de ça, l'homme ne portant pas de masque, il aurait très probablement éliminé tous les témoins qui auraient pu l'identifier par la suite. Comprenez là qu'il aurait probablement assassiné Stacy et ses filles. La raison qui fait que l'homme finalement est parti, c'est que Stacy mettait tellement de temps à trouver ses clés, c'est que l'homme au bout d'un moment, eh bien, il devait avoir l'adrénaline de faire son coup, mais au fur et à mesure du temps, la peur a dû prendre le pas sur l'adrénaline. Et donc il a commencé à être de plus en plus effrayé et il a décidé d'abandonner plutôt que de mettre à exécution son plan malsain. Stacy se dit que c'est une sorte d'intervention divine que pendant tout le temps où l'homme était là, il n'ait pas trouvé ses clés. On peut le penser. En tout cas, gros coup de chance, ça c'est sûr. Ce qui est aussi très fou, c'est que Stacy avait un peu pré-shot en soi les intentions de l'homme. Elle se disait, si l'homme sort un couteau à côté de mes filles, il pourra faire de moi ce qu'il veut. Et son mari lui a confirmé qu'en fait, elle avait totalement raison de penser ça. Le timing n'était pas le même, il comptait pas agresser à l'extérieur du véhicule, mais à l'intérieur. Mais l'idée derrière était bien la même. Et voilà. Pierre nous dit qu'il était à l'école primaire et qu'il était dernier dans le rang pour aller ensuite en récréation. Le temps, on va dire que le rang se forme, que le professeur décide d'emmener tout le monde dans la cour, Pierre lui est en train de discuter avec un ami. Le professeur décide d'emmener tout le monde dans la cour, donc tous les élèves commencent à marcher, et là Pierre marche sur
le lacet de sa chaussure qui était défait, donc son mouvement est bloqué, ce qui fait qu'il commence à chuter vers l'avant. Alors qu'il est en train de chuter et qu'il est sûr qu'il va se ramasser, quelqu'un le rattrape par le col. Rapidement, Pierre arrive à reprendre son équilibre, donc du coup il n'est plus en danger de chute. Dès qu'il est de nouveau stable, il ne sent plus la sensation que quelqu'un le maintient, donc là il se retourne tout de suite pour voir qui était son sauveur ou sa sauveuse. Sauf qu'il ne voit personne, pas de professeur et pas de camarade de classe. Son ami lui est toujours à côté, donc naturellement Pierre se dit que c'est son ami qui l'a rattrapé vraiment au dernier moment. Pierre le remercie, sauf que son ami, quand Pierre le remercie, le regarde un peu bizarrement, comme si il ne comprend pas pourquoi on lui dit merci. Donc cet ami lui dit « Mais pourquoi tu me remercies ?» Et Pierre lui dit « Bah tu m'as rattrapé ». Et cet ami va dire « Non, pas du tout ». Lui n'avait même pas remarqué que Pierre était sur le point de tomber. Donc depuis ce jour, Pierre, qui a toujours cette histoire en tête, pour preuve il me l'a raconté, ne sait pas ce qui s'est passé à ce moment-là, qui est la personne qui l'a rattrapé. On peut avoir plusieurs théories, on peut évidemment avoir une théorie paranormale, ou alors on peut avoir la théorie que quelqu'un qui passait à côté, un adulte peut-être, a vu que Pierre allait tomber, il l'a rattrapé, il l'a remis sur ses pieds, et il est parti. Ça, c'est la première chose étrange qui lui est arrivée. Une seconde chose lui est arrivée quelques années plus tard. Pierre a grandi, il n'est plus à l'école primaire, il est maintenant au collège. Pour se rendre au collège, sur son trajet, il passait par ce qu'il appelle le trio de la mort. Trio de la mort parce qu'il passait à côté ou dans des endroits qui sont en lien direct avec le milieu de la mort. Cimetière, hôpital, morgue, vous avez compris. Sur son trajet d'abord, Pierre rentrait dans un cimetière, et souvent dans les cimetières on a plusieurs entrées, donc il traversait le cimetière, ça lui faisait un peu un raccourci, il sortait de l'autre côté. Après avoir traversé le cimetière, il continuait son trajet et là il passait à côté d'une morgue. Et après, il passait à côté d'un hôpital avant d'arriver à son collège. Pierre ajoute que sur son trajet entre le cimetière et la morgue, il y a une route qui est dans un milieu boisé où il n'y a pas d'habitation. Je suppose que c'est une route qui de nuit fait un petit peu flipper, surtout quand tu sais qu'il y a un cimetière à côté. Un jour, alors que Pierre allait au collège avec sa petite sœur qui est âgée de 2 ans de moins que lui, donc dans cette configuration, il n'est pas impossible que frère et sœur aillent dans le même collège. Et c'était le cas pour Pierre et sa sœur. Ils avaient l'habitude de faire le trajet ensemble, quand les horaires le permettaient, mais une fois, quelque chose de très étrange s'est produit. Le trajet avait commencé comme à l'accoutumée, Pierre et sa petite sœur avaient traversé le cimetière et maintenant ils se retrouvent à l'endroit qui est boisé, la route où il n'y a pas d'habitation. Et alors qu'ils sont en train de marcher tranquillement, Pierre entend quelqu'un l'appeler par son prénom, mais il l'entend distinctement, comme si un ami était peut-être derrière et l'appelait pour qu'il l'attende et qu'ils fassent la suite du trajet ensemble. Sauf que Pierre ne voit rien. Mais alors qu'il allait regarder un peu autour de lui, ses yeux se posent sur le visage de sa sœur. Et le visage de sa sœur est très pâle. Elle a le regard fixé vers le trottoir d'en face, et elle pointe ce qu'elle regarde du doigt et dit à Pierre de regarder. Pierre regarde dans la direction indiquée par sa sœur, et il ne voit rien. Donc assez curieux, assez surpris, il va demander à sa sœur « Qu'est-ce que tu veux que je regarde ?» Et là, en bégayant, tellement la sœur est tétanisée, elle va lui répondre qu'il y a un homme qui a l'air d'avoir une 50aine d'années, qui est en sang de la tête aux pieds, et qui l'appelle. Pierre repose son regard sur le trottoir, mais comme avant, il ne voit rien. Étant assez jeune et assez effrayé de ce que sa sœur lui a dit, il lui a pris la main et il l'a traîné en courant jusqu'au collège, parce que sur cette route-là, il n'y avait personne. Donc on peut comprendre que cette situation ait été quelque peu effrayante. Là, contrairement à la première histoire, on peut clairement penser à du paranormal, notamment avec le fait que cette histoire se passe dans cette fameuse zone à côté du cimetière un peu boisé. On peut immédiatement se dire que si un fantôme a été vu, c'est probablement quelqu'un qui réside dans le cimetière, sous l'une des tombes. Troisième moment plutôt étrange que notre ami Pierre a vécu. Il nous dit que dans sa chambre, à ce moment-là, au moment de cette troisième expérience, il avait un lit mezzanine, c'est-à-dire un lit en hauteur. C'est le genre de truc quand on est jeune qui peut être pratique parce que dans une chambre ça fait gagner de la place. Et il indique que il a une lampe de chevet qu'il peut allumer ou éteindre sans avoir besoin de descendre de son lit, ce qui est pratique. Il ajoute que dans la maison dans laquelle il vit, il y a du parquet dans le couloir à l'étage, mais également dans sa chambre. On sent venir le truc où le parquet va grincer. D'ailleurs, il dit que c'est un parquet assez sensible, et donc quand on pose les pieds dessus, ça fait du bruit. Une nuit, alors que Pierre dormait tranquillement, il se réveille. Il se réveille, mais il ne sait pas pourquoi. Peut-être que ça vous est déjà arrivé de vous lever alors que vous êtes fatigué,
peut-être qu'un son vous a dérangé, peut-être que quelque chose a bougé, mais on ne sait pas quoi. C'est ce qui est arrivé à Pierre, et à peine après avoir ouvert les yeux, Pierre comprend pourquoi il s'est réveillé. Il entendait un bruit venant du couloir, et avec les bruits du parquet, il entendait que la personne en tout cas qui semblait être là, se rapprochait de sa chambre. Et ce qui était très bizarre, c'est que sa porte était fermée, il l'a fermée à chaque fois qu'il allait dormir, et il a entendu les bruits qui venaient du couloir aller dans sa chambre sans pour autant la porte de celle-ci s'ouvrir. Pierre a beaucoup de pression, il a peur, parce que les bruits commencent à se rapprocher assez nettement de son lit, mais Pierre a un instant de courage, il se dit ok, je vais regarder ce que c'est. Il allume sa lumière de chevet, et au moment où la lumière illumine la pièce, les bruits de pas sur le parquet s'arrêtent net. Et au moment où il a allumé la lumière, en plus de ça, la température de sa chambre a diminué. Vous savez, il n'avait pas un thermomètre pour checker la température de la pièce, mais au moment où il a allumé la lumière, il a senti une vague d'air frais remplir la pièce. Et c'est quelque chose qui est assez régulier de ce qu'il nous dit, même si le chauffage est mis, même si la cheminée est mise et réchauffe la maison, sa chambre est un endroit où plusieurs fois la température chute. Encore une fois, on peut penser que quelque chose de paranormal a frappé Pierre cette nuit-là. On va maintenant passer à l'histoire la plus récente. Cette histoire s'est passée il y a à peu près un an, quand Pierre avait 24 ans. Il était de passage chez sa mère, car depuis ses parents ont divorcé, et elle vivait au dernier étage d'un immeuble. C'était pas un immeuble super grand, c'était un immeuble de seulement 3 étages, et cet immeuble était assez sécurisé. Pour rentrer à l'intérieur, il fallait taper un digicode. Après ça, on traversait un couloir, on arrivait dans une cour, et dans la cour, on avait accès à différentes cages d'escalier. Mais là, encore une fois, sécurité, on ne pouvait pas accéder à n'importe quelle cage d'escalier. Il fallait une clé. Donc par exemple, quelqu'un qui venait de la cage d'escalier A ne pouvait pas aller dans la cage d'escalier C, sauf si quelqu'un lui ouvrait la porte. Chaque cage d'escalier menait vers un immeuble différent, mais ils étaient tous constitués de la même manière. Il y avait 2 appartements par étage. Il y avait une lumière qui s'allumait automatiquement de par la détection d'un mouvement. Et évidemment, avec ce système-là, la lumière ne s'allume que là où une personne est détectée. Et si quelqu'un est détecté à l'entrée de la cage d'escalier, la lumière s'allume, mais la lumière du 3e étage ne va pas s'allumer. Il faut que la personne arrive au 3e étage pour que la lumière de celle-ci s'allume. Et inversement, si quelqu'un sort de son appartement au 2e étage, la lumière va s'allumer, mais celle qui se trouve à la porte au rez-de-chaussée, pas du tout. Vous avez compris un petit peu le système. Pierre est donc avec sa mère, la journée se passait plutôt bien, et à un moment donné, alors qu'il était avec elle, ils entendent tous deux la poignée de la porte de l'appartement qui est utilisée, comme si quelqu'un essayait de rentrer à l'intérieur. La porte était fermée, donc la porte ne s'ouvre pas, logique, mais ce qui surprend Pierre et sa mère, c'est que généralement, quand quelqu'un utilisait les escaliers pour monter jusqu'aux différents appartements, ça s'entendait. Et là, aucun son n'avait été entendu avant. C'est comme si une personne était apparue devant la porte et qu'il avait essayé de l'ouvrir. Donc immédiatement, Pierre, de ce qu'il me dit, regarde beaucoup d'histoires d'horreur, des threads d'horreur, donc il pense tout de suite au pire. Et parfois, il vaut mieux être trop préparé que pas assez, donc il prend immédiatement un couteau pour se défendre si jamais quelqu'un essaye de s'introduire dans la maison avec des intentions malsaines. Pierre et sa mère décident de se rapprocher de la porte qui se trouvait après le couloir de l'entrée. Ils avaient juste entendu le son de la porte qui était utilisée, mais ils n'avaient pas encore vu celle-ci être utilisée. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc ils se rapprochent de la porte, ils voient que la poignée bouge, mais ce qui les surprend et ce qui les met dans un état d'incompréhension, c'est que, vous savez, sous les portes, parfois on a un petit espace qui permet de discerner certaines choses derrière elles. Par exemple, si un endroit est très sombre derrière la porte et qu'une lumière est utilisée et que d'un coup ça illumine la pièce, on le voit sous la porte. Et rappelez-vous, à cet endroit-là, il y a une lumière qui détecte les mouvements, donc s'il y a quelqu'un, il doit y avoir de la lumière. Sauf que là, il n'y en a pas. Pierre et sa mère voient que derrière la porte, c'est l'obscurité. Pierre, à ce moment-là, décide de quelque chose. Il se dit qu'il va ouvrir la porte et essayer de surprendre la personne qui essaye de rentrer dans l'appartement. Avec son couteau, il va lui faire peur, le mec va se barrer. C'est son objectif. Donc doucement, Pierre tourne la clé dans la serrure pour ouvrir la porte, suffisamment lentement pour que personne ne détecte que la porte est en train d'être déverrouillée, et après d'un coup vif, il ouvre la porte. Sauf que Pierre se retrouve devant le palier, totalement vide, et dans la pénombre. Pierre se dit que la personne qui essaye d'ouvrir la porte est allée se cacher dans la cage d'escalier, donc il s'y aventure, il regarde un petit peu. La lumière s'allume à sa présence, et les seuls bruits qu'il entend, ce sont les bruits que lui émet. Pierre est ensuite retourné dans l'appartement de sa mère, il a reverrouillé la porte, et sa mère ainsi que lui sont restés là, dans l'incompréhension.
de ce qui s'était passé. Apparemment, c'est pas le seul truc bizarre qui s'est passé dans l'appartement de sa mère. Elle a confessé avoir déjà vu des trucs tomber d'eux-mêmes, alors qu'il n'y avait pas forcément de raison apparente. C'est là que le témoignage des aventures effrayantes de Pierre se termine. Directement, j'ai une théorie qui me vient en tête. On y croit ou on n'y croit pas, c'est une théorie paranormale parce que j'ai pas de théorie rationnelle sur l'ensemble de ces événements. J'ai réussi à en avoir une que sur la première histoire, avec le passage à l'école primaire, mais sinon les autres, je vois pas trop. Donc si on part vraiment d'un postulat paranormal, celui que je préfère évidemment, on pourrait dire qu'il y a un fantôme, pour pas dire démon, ce que tu veux, etc. On va vulgariser la chose, est attaché à Pierre. Donc là, Pierre, s'il regarde la vidéo, il va être comme ça. Et qu'en fait, c'est ce fantôme-là qui le suit depuis qu'il est petit. On pourrait même, si on va plus loin dans la spéculation, donner un visage à ce fantôme et se dire que c'est le vieil homme qui était en sang d'une cinquantaine d'années qui a été vu par sa sœur. Alors on peut dire que soit Pierre, tout seul, est connecté à un fantôme, ou alors on peut se dire que sa famille l'est, vu que sa mère semble avoir expérimenté des choses étranges toute seule de son côté. C'est ma petite théorie, la théorie que j'aime bien. Pierre va peut-être moins l'apprécier, mais je trouve que ça peut se tenir, si on croit évidemment au paranormal. Et voilà. Pour l'histoire, on va appeler la personne qui m'a partagé son témoignage Esther. C'est une expérience qui s'est passée alors qu'elle avait 17 ans. Esther nous dit qu'elle a toujours été un peu introvertie au collège et au lycée, donc elle n'était pas une des filles les plus populaires avec vraiment un très grand groupe d'amis. Elle se contentait d'avoir 2 ou 3 très bonnes amies, celles avec qui elle était tout le temps, dont une qui est devenue sa meilleure amie. Leur relation s'est construite au collège, elles se sont rapprochées, elles se sont très bien entendues, je pense que vous avez déjà connu ça. Elles se sont suivies également au lycée, et c'est là que leur relation a commencé petit à petit à se dégrader. Cette fameuse meilleure amie commençait à jeter des petites piques à Esther. Par exemple, ça arrivait qu'elles aillent faire les magasins ensemble, Esther achetait quelque chose et une fois sortie du magasin, son amie lui disait « Ce que t'as acheté c'est moche, ça sert à rien », le genre de truc qu'on apprécie entendre. Et rappelez-vous, Esther, à cette période-là de sa vie, elle était assez introvertie, donc elle ne répondait pas aux critiques qu'on pouvait lui faire, donc on va dire que cette amie, ça la mettait en confiance, donc elle continuait à en rajouter, lancer des pics, etc. etc. Aujourd'hui, Esther a plus de force de caractère, la maturité aidant peut-être, donc si jamais on lui lance ce genre de pics, elle répond. Mais à l'époque, elle était introvertie, donc on va dire qu'elle laissait couler. Elle laissait couler, mais ça la touchait quand même. Parfois, les pics qu'on lui lançait étaient un peu plus violentes que d'autres, donc naturellement, vu que ça venait de sa meilleure amie, ça la touchait, et elle se réfugiait dans la lecture quand le moral n'était plus là. Mais au début des années lycée, on va dire que ça pouvait aller parce que Esther et cette amie n'étaient pas dans la même classe, en seconde et en première, donc quand elles se voyaient, c'était uniquement pendant les pauses ou alors en dehors du lycée, donc on va dire qu'elles se prenaient pas des pics non plus à longueur de journée, fort heureusement. En terminale non plus, elles n'étaient pas dans la même classe. En terminale non plus, Esther et son amie n'étaient pas dans la même classe, mais elles étaient toujours aussi proches. Donc, pour pouvoir maintenir ce lien et cette amitié, Esther était souvent chez son amie. En plus de ça, elle, ça l'arrangeait parce qu'à la maison, ça se passait pas très bien. Ses parents se disputaient beaucoup. Quand Esther était chez elle et qu'il y avait des disputes, elle s'occupait de son petit frère qui lui avait peur des cris. Donc, c'était pas un environnement super agréable à vivre pour une jeune fille de 17 ans. Donc, des fois, elle avait besoin de souffler, ce qui se comprend. Et pour souffler, elle allait chez son amie. Elle était tellement chez cette amie que la maison de celle-ci était en quelque sorte la deuxième maison de Esther. C'était un peu un refuge, un endroit où elle pouvait enfin souffler, ne pas avoir de responsabilité, la responsabilité de s'occuper de son petit frère, ne pas avoir cette ambiance pesante, elle pouvait reprendre des forces. Et malheureusement, c'est dans ce refuge qu'il s'est passé quelque chose qui a marqué la vie d'Esther par la suite. Pour donner un peu de contexte à l'ambiance qu'il y a dans la maison de l'amie d'Esther a souvent raconté un peu comment ça se passait chez elle. C'est le genre de choses qu'on fait tous. Des fois, on est à l'école, on dit bah tiens, mon père il a fait ci, ma mère elle a fait ça, etc., etc. Donc nos amis peuvent visualiser un petit peu l'ambiance qu'il y a chez nous. L'amie d'Esther lui a plusieurs fois confié un peu comment ça se passait chez elle, et ce qu'elle disait c'est qu'il y avait une ambiance un peu stricte chez elle, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas sortir en pyjama sans avoir une robe de chambre qui était montée jusqu'au cou, donc vraiment cacher son corps au maximum, et que c'était son père qui a imposé ce truc-là, parce que pour lui, il fallait toujours avoir des vêtements fermés, ne pas montrer le moindre centimètre de peau. Esther, elle a jamais trouvé ça si choquant. Elle se disait que le père de son ami était très protecteur, que c'était certainement un parent qui dirait à sa fille « cette jupe est trop courte, ne sors pas habillée comme ça, etc. etc. » Donc pour Esther, pas de problème.
Esther est allée chez son amie pour dormir. Tout se passait très bien, elles discutaient ensemble, elles jouaient ensemble, et à un moment donné vient le moment du repas du soir. Une discussion naturellement se place pendant le repas, les parents demandent un petit peu ce que fait Esther, quels sont ses projets, et elle dit qu'elle est en train de faire ses heures de conduite pour passer son permis, qu'elle avait hâte de l'avoir, comme ça après elle serait beaucoup plus autonome pour se déplacer. Le repas se passe bien, et après le repas, le père de famille fait une proposition à Esther et lui propose d'aller prendre la voiture et d'aller conduire un petit peu, pour voir un petit peu quel est le niveau d'Esther. Esther à ce moment-là, elle ne voit pas de mal à cette proposition, donc elle accepte. Sauf que là, ce qui se passe, c'est que Esther part de nuit dans la voiture avec le père de son ami, mais sans son ami. C'est-à-dire qu'elle va se retrouver seule avec lui. Et elle ne voit aucun mal à ça. Le père n'a jamais eu un comportement déplacé, il a toujours été plutôt sympathique, donc pourquoi ça se passerait mal? Ensemble, ils roulent. Il passe d'une route qui est assez fréquentée jusqu'à un endroit isolé. Esther ne voit pas de mal à aller dans un lieu qui est très peu fréquenté, un peu isolé, parce que étant en apprentissage de conduite, elle se dit comment elle ne sera pas dérangée par d'autres véhicules, et que si jamais elle galère un petit peu, au moins elle ne créera pas d'accident. C'est vrai que ça peut se comprendre. Peut-être que certains d'entre vous qui passent la conduite, ou quand vous avez passé votre conduite, etc., vos parents vous ont emmené sur un parking un dimanche pour qu'il n'y ait personne pour rouler un petit peu. Moi personnellement c'est ce que j'ai fait. Esther se retrouve donc dans le véhicule avec le père de son ami sur un terrain vague avec aucune lumière. La seule lumière qu'il y avait c'était la lumière de la lune. Donc quand il n'y a que la lune qui t'éclaire, tu sais que tu es plutôt isolé. La leçon de conduite, si on peut dire ça comme ça, commence. Le père et Esther alternent de place. Esther est donc maintenant côté conducteur et le père côté passager. Et elle commence à conduire. À un moment donné, le père place sa main sur la cuisse d'Esther. En même temps qu'il fait ce geste, il dit doucement sur la pédale, doucement. Esther est un peu mal à l'aise suite à ce geste, mais elle ne pense pas directement à mal parce qu'elle se dit que c'est juste un geste pour dire à Esther de moins appuyer sur une pédale. Le père fait ce geste plusieurs fois, il place sa main, il la retire, et la deuxième fois où il place sa main, là, le sentiment de malaise d'Esther augmente encore. Cette fois-ci, elle ressent des frissons qui remontent jusque dans sa nuque. Clairement, Esther à ce moment-là a un mauvais pressentiment. Donc elle se dit que la leçon de conduite, c'est terminé. Elle remercie le père de l'avoir fait conduire un petit peu, mais qu'elle est un peu fatiguée, donc de toute manière ça servirait pas à grand chose de continuer, et qu'elle préférait rentrer. Le père a été un petit peu insistant, dans le sens où il disait mais t'es sûr, tu veux pas continuer un petit peu, encore quelques minutes, etc. Mais à force, il accepte de rentrer à la maison. Et c'est là que ce père de famille va avoir un comportement totalement déplacé et inacceptable. Il va poser sa main sur la nuque de Esther, et il va lui dire « Maintenant tu dois me remercier ». Et il la rapproche de son visage. Clairement, il cherchait à embrasser Esther. Esther arrive à détourner le visage et à l'embrasser sur la joue. Elle dit qu'elle a fait un bisou comme si elle remerciait son propre père de l'avoir fait conduire. Intérieurement, Esther comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas, elle est paniquée. Après lui avoir fait un bisou sur la joue vraiment très furtif, vraiment très rapide, elle recule. Et le père, lui, renforce son emprise sur la nuque d'Esther et il la force à se rapprocher de nouveau. Et il dit encore. Esther l'embrasse sur l'autre joue et elle sent que le père essaye de la maintenir pour clairement l'embrasser sur la bouche. Esther trouve de la force pour le repousser et lui dire « Maintenant il faut qu'on rentre ». Dans la tête d'Esther, elle se dit que le père va tenter quelque chose. Elle est seule dans un endroit isolé, en pleine nuit. Si elle crie, personne ne peut l'aider. Donc pour elle, clairement, le père de son ami va abuser d'elle. Mais un miracle se produit. C'est que le père de famille n'en fait rien. Il alterne de place avec Esther et ils rentrent ensemble à la maison. On pourrait penser que le calvaire va s'arrêter ici, mais ce n'est pas le cas. Esther avait été invitée à rester dormir chez son ami, et bien évidemment qu'après ce qui s'est passé dans cette voiture, elle n'en a pas du tout envie. Elle a très peur, mais elle se dit que pour éviter quoi que ce soit, elle va rester constamment avec son ami. Donc une fois rentrée, elle la rejoint et elle passe le reste de la soirée ensemble. À un moment donné, cet ami est parti dans la salle de bain pour se laver. Esther, elle, est restée dans la chambre de son ami à l'attendre. Et le père de famille a profité de l'absence de sa fille pour rejoindre Esther dans la chambre. Et il s'est placé derrière elle. Il a commencé à lui caresser les cheveux. Il lui a dit qu'elle avait de très beaux cheveux, qu'ils étaient très doux. Et ça a duré 5 longues minutes. Ça peut paraître court d'extérieur, mais quand tu es en panique, ça te semble une éternité. Au bout des 5 minutes, l'ami d'Esther est revenu. Et le père, lui, est parti. Le niveau de peur d'Esther pendant cette soirée-là a encore augmenté. Elle est restée avec sa meilleure amie, elles ont dormi ensemble. Elle, dans le lit, elle se trouvait côté porte et elle est restée pendant des heures à fixer la porte, de peur qu'à un moment donné, le père de son ami rentre pour on ne sait quoi. En tout cas, faire quelque chose de malsain. Évidemment,
après cette expérience terrifiante pour Esther, elle a décidé de ne jamais remettre les pieds dans la maison de son ami. On pourrait penser que l'horreur s'arrête là, mais je vous ai dit qu'il y avait de l'horreur psychologique et cette horreur psychologique ne s'arrête pas. Parce que cette expérience-là a déjà impacté Esther dans son comportement. Sa meilleure amie l'a remarqué les jours qui ont suivi, et du coup, naturellement, voyant que quelque chose n'allait pas, elle lui a dit « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Esther n'a pas osé dire qu'elle avait été clairement agressée par son père quand il l'a emmenée conduire, donc ce qu'elle a dit, c'est juste qu'elle avait été agressée par quelqu'un, sans dévoiler le nom de son père, et du coup, ça lui avait laissé des séquelles. Sauf que là, on rentre dans la deuxième phase d'horreur, c'est que son ami la croit pas. Imaginez, il vous arrivait quelque chose d'horrible, vous voulez le partager avec quelqu'un, partager votre fardeau, votre peine, votre douleur, et la personne à qui vous faites confiance, quand même votre meilleur ami, ne vous croit pas. C'est un déchirement. Et bien là, c'est ce qu'a vécu Esther. Et en plus de ça, derrière, cette meilleure amie a raconté à tout le lycée ce qu'Esther lui avait confié. Mais pas pour qu'on prenne en pitié Esther, pour qu'on se moque d'elle. Parce qu'elle raconte, c'est pas que quelqu'un a agressé Esther. Ce qu'elle raconte, c'est qu'Esther lui a dit qu'elle avait été agressée, mais qu'elle ment. Donc tout le lycée se ligue contre Esther, la traite de menteuse. Ce qui fait que cette dernière année de lycée, la terminale, devient un pur enfer pour la jeune fille. Les moqueries ne s'arrêtent pas là. À un moment donné, Esther avait dû prendre un autre bus parce qu'elle avait loupé le sien, et sur le trajet, elle a vu sa meilleure amie, qui l'a vue elle aussi, et immédiatement, elle s'est moquée d'elle, en imitant une jeune fille paniquée qui se fait agresser. Donc là, Esther, à ce moment de sa vie, a vécu quelque chose qui l'a traumatisée. Elle a partagé ça avec quelqu'un à qui elle faisait confiance, et la personne se sert de ce truc qui l'a traumatisée pour lui faire mal. Désolé des mots, mais à quel genre d'ordure on a affaire ici? Esther est restée chez ses parents les jours qui ont suivi. Elle n'a pas raconté à ses parents ce qui s'est passé. Elle avait honte, et elle pensait que ses parents, comme sa meilleure amie, ne la croiraient pas. Et ça, c'est quelque chose de fou, c'est qu'on voit qu'une personne qui a vécu quelque chose de traumatisant a naturellement une certaine fragilité derrière, et derrière, remettre la parole en cause, ça l'a fait douter. À tel point que Esther, ici, ne parle pas de quelque chose qui l'a profondément marqué, de pas normal du tout, à ses parents, alors qu'évidemment, les parents devraient être les premiers au courant, mais à cause du comportement de cette amie, Esther avait peur d'en parler à quelqu'un parce qu'elle pensait que les gens auraient la même réaction qu'elle. Esther indique qu'elle souffre d'une malformation cardiaque qui fait que des fois elle a des douleurs à la poitrine, ce qui la force à rester allongée. Elle a simulé avoir ces douleurs-là pour pouvoir rester chez elle, ne pas retourner au lycée tellement c'était un enfer. Et finalement, Esther a réussi à parler de cette histoire-là à deux personnes, à sa grand-mère et à une autre amie qu'elle connaît depuis la maternelle. Cette amie-là, qui était visiblement une très bonne amie, l'a toujours défendue au lycée, et au-delà de la défendre, le truc le plus important, c'est qu'elle l'a écouté et elle l'a cru. Et ça, c'est la chose qui a fait un bien fou à Esther, se dire que on m'a écouté et on croit à ce que je dis, on ne se moque pas de moi. Finalement, Esther a réussi à retrouver une certaine motivation, la motivation de retourner en cours. Cette motivation, c'était d'avoir son bac, parce qu'elle était en dernière année de lycée. Comme ça, une fois qu'elle aurait son bac, elle pourrait partir, loin de tous ses problèmes, pour aller faire ses études derrière. Comme ça, une fois qu'elle sera à l'université, elle pourra laisser cette histoire derrière elle, ne plus être avec des gens qui vont se moquer d'elle, et prendre un nouveau départ. Aujourd'hui, Esther est heureuse, elle a réussi à trouver quelqu'un qui l'aime, elle dit même qu'elle a des enfants, mais bien qu'elle soit heureuse dans sa vie actuelle, ce qui est arrivé dans sa vie passée la marque encore aujourd'hui, à tel point que quand elle y repense, et ça aussi ça m'a d'ailleurs pas mal touché, elle pleure de par ce qu'elle a vécu, mais également à cause de ce qui aurait pu se passer, le pire. De temps en temps, encore aujourd'hui, elle va voir ses parents quand elle est en vacances, et toujours elle regarde derrière son épaule pour voir si elle ne voit pas la voiture du père de son ami, parce que dans sa jeunesse, le père avait tendance à rester longtemps garé devant la maison d'Esther, comme si en soi, il la surveillait. Esther avait d'ailleurs, quand elle était jeune, peur de rentrer chez elle, elle attendait que la voiture s'en aille pour pouvoir rentrer à la maison.